Pas révisé. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc je vais vous présenter rapidement le jury avant qu'on lance notre enregistrement de présentation. Si on commence par les plus jeunes, donc on a Xavier qui fait partie désolée Bruno, tu viendras à la toute fin. Xavier du coup qui est maréchal ferrant, fraîchement diplômé, qui exerce dans la région de Limoges. Il fait partie du groupe Equi Junior depuis un petit moment déjà maintenant et il nous lâche plus, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Mais il nous est bien utile et merci pour ton investissement en tout cas. On a Louis aussi qui fait partie de l'équipe depuis quelques années maintenant, qui est maréchal avec un peu plus d'expérience dans la région de Haute-Savoie. Ensuite, dans les âges, je ne sais pas qui je vais vexer en premier. Allez Bruno. Donc Bruno qui est vétérinaire du coup à la clinique du cheval et engagé aussi dans Equimeeting Equi Junior depuis au moins 40 ans. Ensuite, on a Claude qui est maréchal ferrant au Québec et qui nous aide aussi bien dans toute l'organisation. Ensuite vient Franck. Désolé Sébastien, c'est pas contre toi que je termine par toi, c'est parce que t'es le plus investi. Franck, du coup, toi t'es prof à Saint-Hilaire, c'est ça, hein? C'est ça. Et maréchal ferrant également de grande renommée. Et puis on termine donc avec notre grand Sébastien Corr, qui est aussi vétérinaire à la clinique du Livet et qui mène aussi de tout son cœur Equimeeting Equi Junior depuis des années maintenant. Donc on va écouter la présentation de l'école vétérinaire de Lyon. Et puis juste après, Bonjour, nous allons vous présenter notre cas clinique intitulé Sacrée porte de boxe. Nous allons tout d'abord commencer par vous présenter les commémoratifs et l'anamnèse pour ensuite détailler l'examen clinique et orthopédique d'admission. Des observations faites lors de cet examen vont découler l'établissement du diagnostic différentiel. Des examens complémentaires seront donc réalisés afin de confirmer ou d'infirmer les différentes hypothèses de ce dernier. Une fois le diagnostic posé, nous vous détaillerons les différentes étapes de la prise en charge initiale, du suivi et de la maréchalerie. Enfin, nous aurons une discussion sur les traitements qu'aura reçus notre cas clinique au cours de sa prise en charge, puis nous conclurons. Commençons donc par les commémoratifs et l'anamnèse. Anki est un hongre sel français de 12 ans qui, avant cet accident, faisait des concours de CSO sur une hauteur de 1,35 m. Il est correctement vacciné rhinopneumonie équine, grippe et tétanos et est vermifugé 4 fois par an. Le 23 novembre 2022, Anki s'est coincé le pied postérieur droit dans la porte de son box vers 18 h. Son vétérinaire traitant l'a pris en charge avec la mise en place d'un plâtre et l'administration de Meloxicam, puis Anki a été référé à la cliniquine dans la soirée. Lors de son admission à la cliniquine, un examen clinique général ainsi qu'un examen orthopédique ont été réalisés sur Anki. Lors de l'examen clinique d'admission, Anki présentait une tachycardie, une tachypnée ainsi qu'une hyperthermie. Une suppression d'appui du membre postérieur droit est relevée comme peut le montrer la vidéo ci-contre. Des plaies sont présentes dans la partie distale du postérieur droit. En effet, 2 plaies principales sont relevées, dont une au niveau de la face plantaire du pâturon et une seconde au niveau du bord coronaire dans la région du globe latéral. Voici quelques photos de Anki. Au niveau de sa morphologie, on observe une bonne musculature de l'avant-main et du dos. Néanmoins, on remarque une légère amyotrophie au niveau des muscles fessiers, compatible avec le repos strict qui lui a été imposé pendant sa convalescence. Voici quelques photos des aplombs des pieds postérieurs de Anki. En vue de profil, on remarque que l'aplomb du postérieur droit est modifié suite à la non-utilisation de son pied pendant sa convalescence ainsi que par son affection que nous détaillerons par la suite. En effet, le pied est plus vertical et la hauteur des talons est doublée par rapport au postérieur gauche. De plus, on peut remarquer que seul le postérieur droit est ferré. En vue de face, on observe que Anki est légèrement panard. Nous n'avons pas pu réaliser d'examen dynamique suite à la présence d'une suppression d'appui sur le postérieur droit. Une fois l'examen clinique général et l'examen orthopédique réalisés, il est temps d'établir nos hypothèses diagnostiques.
Afin d'établir le diagnostic différentiel, nous allons nous baser sur la localisation anatomique des plaies, afin de voir quelle structure importante aurait pu être touchée. Le cheval présente une lacération du globe latéral ainsi qu'une plaie en face plantaire du pâturon, qui sont représentées sur ce schéma par une étoile. Ce schéma est un schéma simplifié présentant les structures majeures présentes au niveau de la partie distale d'un membre de cheval. On peut voir qu'en face plantaire du pâturon se trouvent notamment les tendons fléchisseurs superficiels et profonds du doigt. En région du globe latéral, on peut retrouver le coussinet plantaire par exemple. Néanmoins, de multiples structures ne sont pas décrites sur ce schéma, comme les récessus articulaires ou les structures vasculo-nerveuses par exemple. Nous allons donc commencer par revoir l'anatomie du pâturon chez le cheval. Tous les schémas et images présents sur cette diapositive sont issus de l'ouvrage The Equine Distal Limb de Jean-Marie Denoy. Au niveau de la plaie, représentée par le losange bleu, se trouvent les structures suivantes, des plus superficielles vers les plus profondes. Le ligament annulaire palmaire, le tendon fléchisseur superficiel du doigt, le tendon fléchisseur profond du doigt, la gaine digitale, les ligaments sésamoïdiens distaux, les vaisseaux et nerfs de la phalange proximale, le récessus palmaire de l'articulation interphalangienne proximale, ainsi que la phalange proximale. Nous allons maintenant revoir l'anatomie du globe latéral. De même à la diapositive précédente, tous les schémas et images sont issus de l'ouvrage The Equine Distal Limb de Jean-Marie Denoy. Au niveau de la plaie touchant le globe latéral se trouvent les structures suivantes, des plus superficielles vers les plus profondes. Le corium limbi, l'artère et la veine coronaire, le plexus ungulaire superficiel, le cartilage ungulaire, le plexus ungulaire profond, le récessus dorsal distal de la gaine digitale, le récessus proximal de la bourse podotrocléaire, ainsi que le tendon fléchisseur profond du doigt. Pour conclure sur le diagnostic différentiel, ce dernier inclut les fractures ouvertes de la phalange proximale, de la phalange moyenne ou de la phalange distale à la vue de la suppression d'appui que présente le cheval à l'examen statique. Des plaies sont présentes au regard du site éventuel de fracture, c'est pour cela que nous les qualifierons de fractures ouvertes. De plus, il y a une atteinte des tissus mous au niveau des plaies. En fonction de la profondeur de la plaie, les structures pouvant être atteintes sont celles décrites dans les diapositives respectives sur les rappels anatomiques et sont rappelées dans les encadrés ci-contre. Afin d'exclure la suspicion de fracture, des radiographies seront réalisées par la suite. Passons à présent aux examens complémentaires qui ont été réalisés sur Anki. À son admission à la clinique IN, une radiographie du postérieur droit est réalisée. Cette radiographie est réalisée en urgence avec pour but de pouvoir exclure une fracture de P1 et P2 et ou P2 avant de procéder au retrait du plâtre. Une fracture de P3 serait moins visible, mais le retrait du plâtre serait tout de même possible puisque P3 reste contenu dans la boîte cornée. Sur ces clichés, on observe bien le plâtre en périphérie et on n'observe pas de lésion osseuse, donc pas de fracture de P1 ni de P2. On peut donc retirer le plâtre en toute sécurité. On observe tout de même une infiltration gazeuse en regard de la plaie, avec une suspicion d'atteinte de la gaine digitale. Nous allons à présent nous intéresser à la prise en charge initiale d'Anki lors de son arrivée à la clinique IN. Cette prise en charge comprend tout d'abord un volet médical, puisqu'Anki a bénéficié d'une perfusion de soluté, donc du ringer lactate, à 1,5 litre/h en systémique, donc par voie intraveineuse. Il a également bénéficié d'une antibiothérapie large spectre avec de la pénicilline et de la gentamicine, afin de couvrir toutes les bactéries potentielles qui pourraient s'être infiltrées par sa plaie. Il lui est réalisé une analgésie également, avec de la morphine, pour calmer sa douleur. Et en complément de l'antibiothérapie systémique, une antibiothérapie locale est réalisée, avec une injection locorégionale de gentamicine au niveau de la veine saphène du postérieur droit, sous garrot, afin de concentrer la gentamicine sur le lieu de la plaie et de garantir un meilleur effet des antibiotiques. Le lendemain, une prise en charge chirurgicale est réalisée. Au cours de l'opération, on a pu constater différentes lésions. D'abord, la section du cartilage ungulaire latéral et l'atteinte des artères de la région du talon latéral. Mais surtout, une atteinte du tendon fléchisseur superficiel du doigt, ainsi qu'une atteinte de la partie latérale du tendon fléchisseur profond du doigt.
la gaine digitale est bien évidemment atteinte également. Au niveau des actes chirurgicaux réalisés, il y a eu un débridement et un curetage des plaies, ainsi qu'un lavage abondant des plaies et de la gaine digitale. Lors de la fermeture de la gaine digitale et des plaies, on a mis en place des morceaux de tubulure sur les sutures afin d'éviter l'effet de cisaillement sur le tissu cutané. La pose d'un plâtre a enfin été réalisée. Au niveau de la prise en charge post-opératoire d'Anki, cela ressemble fortement à sa prise en charge médicale lors de son arrivée à la clinique, puisqu'il y a une composante d'analgésie immédiate avec de la morphine, à la fois en systémique et en local puisqu'il y a réalisation d'une épidurale, et il y a une composante d'antibiothérapie avec de la pénicilline et de la gentamicine, donc très large spectre, à la fois en systémique et en local avec de la gentamicine sous garrot à la veine saphène du postérieur droit toujours, afin de concentrer les antibiotiques sur la zone de la plaie. De la phénylbutazone est également rajoutée pour améliorer son confort. Nous allons à présent nous intéresser au suivi du cas dans le temps. Le 8 décembre, Anki présente un inconfort très marqué lors de son examen clinique, avec une boiterie gradée à 4 sur 5. Un contrôle est réalisé le lendemain, le 9 décembre, au cours duquel un examen clinique dans les normes avec une amélioration du confort au pas est noté. Des examens complémentaires sont réalisés avec une radiographie et une échographie. Sur la radiographie, on peut observer un gonflement des tissus mous qui correspond à un comblement des lésions tissulaires en cours de cicatrisation. On n'observe pas de signe d'ostéomyélite, donc la densité osseuse est correcte, on n'a pas de plage de perte de densité. Mais par contre, on observe une subluxation P2-P3, ce qui peut expliquer son inconfort. Une échographie tendineuse est également réalisée. On observe une rupture totale du tendon fléchisseur profond ainsi qu'une rupture partielle du tendon fléchisseur superficiel dans sa branche latérale. Ces constatations n'avaient pas été faites lors de la chirurgie. On peut potentiellement penser à une dégradation et une rupture du tendon fléchisseur profond depuis la chirurgie. Sur les images présentées à droite de l'écran, sur celle du haut, on observe une zone noire dans laquelle devrait se trouver le fléchisseur profond, ce qui correspond bien à l'absence de ce fléchisseur profond. Sur l'image du bas, on observe des petites bulles de gaz dans la gaine qui créent des cônes d'ombre. Et donc, on peut constater qu'il y a une atteinte également de la gaine avec une infiltration de gaz. Cette atteinte a été caractérisée sans distension majeure. On a donc une subluxation P2-P3 associée à une rupture totale du tendon fléchisseur profond et une atteinte du tendon fléchisseur superficiel dans sa branche latérale, ce qui peut expliquer l'inconfort de Anki ce jour. Il est donc mis sous TMPS et sous phénylbutazone à la suite de cet examen. Un second contrôle a été réalisé 5 jours plus tard. Ce jour-là, Anki présentait un bon état général malgré un confort moyen sur le postérieur droit. La plaie présentait une bonne évolution et une ferrure adaptée à ses blessures a été mise en place, comme Anki commençait à présenter une démarche pathologique. C'est-à-dire que pour compenser la douleur sur son postérieur droit, il reportait toute sa charge sur le membre contralatéral et ceci provoquait une déformation du bassin. De plus, il y avait également une déformation du pied avec une verticalisation de la paroi latérale et un évasement de la paroi médiale. Dès maintenant, nous allons voir en détail la ferrure de Anki. La ferrure mise en place sur Anki présentait une suppression d'appui en talon latéral et en quartier latéral, ceci ayant deux objectifs principaux. Premièrement, de favoriser la cicatrisation de la plaie grâce à une absence de pression sur celle-ci, et deuxièmement, de diminuer la douleur et de déplacer les forces de pression afin de retrouver une conformation correcte du pied. On peut noter également qu'il n'y a pas de rolling au niveau de la pince du fer, et afin d'avoir un effet similaire, le maréchal a choisi de reculer le fer de quelques millimètres par rapport à la pince du pied. D'un point de vue biomécanique, la paroi latérale étant parée excessivement en talon et en quartier, ceci a permis de supprimer le contact entre le pied et le fer. Il y a donc une suppression des forces s'exerçant sur la paroi latérale à l'impact. Ensuite, cette ferrure présentait une prolongation palmaire qui avait pour principal objectif de soulager le tendon fléchisseur profond comme il était atteint. Cette prolongation présente également un biseau du côté latéral afin de s'assurer de la suppression d'appui sur le talon latéral.
En effet, d'un point de vue biomécanique, cette prolongation palmaire permettait de reculer le point de bascule antérieur, ceci contribuant à diminuer le bras de levier autour de l'articulation interphalangienne distale et à augmenter la flexion de cette articulation ainsi que celle proximale en début de phase d'appui. Tout ceci concourait alors à un meilleur confort. Suite à la bonne évolution des blessures de Anki, il est sorti d'hospitalisation le 19 décembre. Il a été conseillé de le mettre au repos strict au box jusqu'au prochain contrôle échographique 1 mois après sa sortie, et également de changer les bandages 1 fois par semaine et de renouveler la ferrure toutes les 4 semaines afin de conserver l'absence de contact entre la paroi latérale du pied et le fer. Donc suite à sa sortie, le vétérinaire traitant de Anki a alors changé les bandages 1 fois par semaine, ce qui a permis de faire des contrôles réguliers des plaies et du confort. Il y a eu un contrôle plus approfondi le 16 janvier avec un bilan échographique et radiologique. L'échographie nous permet de dire qu'il y a un bon début de cicatrisation des structures tendineuses avec la présence d'un tissu plus échogène. Toutefois, les structures sont un peu désorganisées. Comme on peut le voir, il y a toujours des plages hypoéchogènes dans leur sein. Puis, la radiographie nous montre qu'il n'y a plus de subluxation. Cependant, on peut remarquer qu'il y a un excès de corne et ceci pourrait être délétère pour le tendon fléchisseur superficiel et le suspenseur. Ainsi, un parage avec parcimonie serait nécessaire. Ensuite, le 23 janvier, il y a eu un retrait définitif du bandage suite à la cicatrisation de la plaie, et le vétérinaire a également choisi ce jour-là de mettre en place une nouvelle ferrure et de commencer la rééducation avec de la marche en main puisqu'Anki ne présentait plus de boiterie. Concernant cette nouvelle ferrure, il s'agit d'un fer à l'envers, donc il n'y avait plus de suppression d'appui en paroi latérale, comme la plaie était complètement cicatrisée, ni de prolongement palmaire. Ils ont toutefois choisi un fer qui permet de soutenir le tendon fléchisseur profond et de faciliter la phase de basculement en fin de phase d'appui. Comme nous pouvons le voir sur cette frise, la gestion des blessures de Anki s'est déroulée sur une période de 2 mois, avec entre autres une chirurgie, des bandages et la mise en place d'une ferrure orthopédique. À présent, nous allons discuter des éventuelles alternatives de traitement qui auraient pu être utilisées pour ce type de blessure. Donc pour commencer, la prise en charge médicale de Anki a été assez classique. Tout d'abord, dans le but de gérer la douleur et d'améliorer le confort, il a été traité avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens non spécifiques. Pour un tel traitement au long cours, il est nécessaire de surveiller la fonction rénale et également l'apparition de signes traduisant une atteinte gastrique. Ensuite, pour limiter la nociception inflammatoire et nerveuse post-opératoire, de la morphine lui a été administrée. Et enfin, comme il y avait une contamination des structures synoviales à cause des plaies, il a reçu des antibiotiques. D'autre part, les anti-inflammatoires non stéroïdiens COX-2 sélectifs n'ont pas été utilisés du fait de leur coût élevé. Et comme il n'y avait pas de tissu de granulation exubérant, l'utilisation d'anti-inflammatoires stéroïdiens en local ne présentait aucun intérêt dans son cas. Ensuite, concernant sa prise en charge chirurgicale, la ténoscopie n'a pas pu être réalisée, car la gaine étant ouverte par la plaie, sa distension était impossible. D'un autre côté, la plaie permettait la visualisation directe des structures, ce qui a permis de faire les constatations pathologiques sans ténoscopie. Puis concernant la maréchalerie, l'élévation des talons était impossible dans ce cas, à cause de la localisation de la plaie. Le roulement antéro-postérieur avait peu d'intérêt car Anki est au repos strict. Toutefois, même s'il n'y a pas de roulement antérieur, le fer a été reculé un peu sous la pince, ce qui a un effet similaire. Puis pour la diminution des contraintes latéromédiales, il n'y a pas eu de modification directe du fer, mais celle-ci a été faite au niveau de la paroi avec un parage excessif de la paroi latérale comme on a pu le voir. En conclusion, il y a eu une très bonne évolution des blessures de Anki qui ne présentent plus de boiterie ni de plaie. Il a aussi eu une bonne rééducation puisqu'il sort au paddock depuis début mars. Et ce qui est important de mettre en avant sur ce cas, c'est que la ferrure a été cruciale, d'une part pour gérer la douleur et le confort,
mais également pour obtenir une cicatrisation rapide de la plaie et pour garder une conformation de pied normale. Pour finir, nous souhaitions remercier l'ensemble de l'organisation d'Equimeeting Junior pour nous avoir permis de participer à cet événement, le Dr Gangle, le Dr Notroth et le Dr Dechaise-Martin pour nous avoir épaulés tout au long de ce cas clinique, et enfin, le maréchal Ferrand, la clinique vétérinaire du Beaujolais, le propriétaire de Anki et la gérante des écuries pour nous avoir fourni toutes les informations dont nous avions besoin. Enfin, voici un aperçu de notre bibliographie sur laquelle nous nous sommes appuyés pour construire notre discussion, mais également pour commenter les ferrures utilisées chez Anki et les schémas d'anatomie. Eh ben, bravo à tous. Merci beaucoup pour cette Merci. présentation. Ouais, c'était chouette. Donc on va vous laisser vous présenter d'abord et puis après on passera aux questions. Donc je sais pas à qui le tour, qui veut se présenter. Il faut rallumer les micros. Ouais. On va commencer. Moi, je m'appelle Camille, je suis en 4e année. Et à ma droite, j'ai Lucie qui est aussi en 4e année et Marie-Hélène. Qui est en 4e année aussi. On est toutes en 4e année. Ok, très bien. Et moi, je m'appelle Maud, du coup, je suis aussi en 4e année à l'école de Lyon avec les filles. D'accord. Bon, bah super. Et donc, vous avez fait ça dans le cadre d'une option, non? C'est ça? Ou vous avez fait ça comment, en fait, votre cas clinique? Non, c'était un choix d'équipe, en fait, c'est ça? Oui, c'était le docteur Gang qui nous l'avait proposé, enfin, qui a proposé, et c'est tous les volontaires qui ont formé une équipe à l'école, quoi. D'accord. Eh ben super alors. Bah bravo. Bah, vous direz bonjour à Monica alors. On vous remercie du coup. Alors, maintenant c'est la séance des questions. Alors Xavier déjà une question ou un commentaire. Donc, Oui, j'avais une question, donc merci pour la présentation. Et je voulais savoir, vis-à-vis avec le maréchal, est-ce que vous aviez pu discuter avec lui et savoir comment ça s'est passé le premier ferrage du cheval? Parce que bon, il devait quand même être malgré les médicaments, il devait quand même avoir des douleurs. Alors, je l'ai juste eu au téléphone une fois, c'était compliqué de le joindre, mais c'est vrai qu'il m'en a pas parlé particulièrement d'avoir des difficultés à le ferrer. C'est vrai qu'il a, ça m'a pas paru compliqué quand il me l'a expliqué. En tout cas, le cheval a pas trop été douloureux. ils sont forts en fait, les maréchaux vers Lyon en fait, c'est ça le truc. C'est ça. Ouais, il a tout gardé, il a rien dit. Ok, qu'est-ce qu'il y a comme il y avait qui est-ce qui a levé la main aussi? Louis? Non, je crois il a levé la main. Attends, faut que je remette mon truc là. Oui. Vas-y Louis, on t'écoute. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. Ma question c'était, est-ce que vous pensez que c'était vraiment indispensable de le ferrer ce cheval ou pas? Vous avez entendu? Je pense que j'ai entendu, mais elle réfléchit. Nous, on pense que c'était important de le ferrer parce que même quand il marche dans son box, il y a quand même un effet dynamique de la figure. Et vu les lésions tendineuses qu'il présentait, c'était vraiment important d'avoir un soutien au talon pour soulager son fléchisseur profond. Ok, parce que les chevaux pieds nus, ils ont moins de tension du fléchisseur profond. Hein. Je sais pas si tu veux commenter plus avant, Louis. Oui, rajouter en plus du poids, des bras de levier, effectivement, vous l'avez montré, les bras de levier ont essayé d'être diminués, mais forcément, vu les lésions, là, un cheval pieds nus, peut-être ça aurait fonctionné, ou je sais pas. Ok. D'accord, merci. Il y a Claude qui a une question, un commentaire. Claude? On t'entend pas, faut que tu rallumes ton micro. Oui, d'abord, félicitations, c'était très intéressant. Vous m'entendez? C'est bon, on t'entend. Oui. Félicitations, c'était très intéressant. Bon, je voulais vous poser la question,
comment vous, à quelle conclusion vous en arrivez pour la subluxation de P2, P3? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi le cheval a eu une subluxation à cette blessure? Du coup, suite à la rupture du tendon fléchisseur profond, il y a la phalange de la P3 qui a basculé. Enfin, vu qu'elle est plus tenue par le fléchisseur profond en palmaire, oui. Du coup, elle est tenue que par la boîte cornée en avant et à l'arrière, elle a plus son attache, donc elle a basculé vers l'avant. Ça s'explique, je pense, par la rupture du fléchisseur profond qui a fait du coup basculer P3. Ok. Claude, tu as des commentaires ou... Merci. Ouais. Merci. Non, l'autre question, est-ce que vous auriez pu choisir de mettre un appui sur la fourchette avec votre fer pour supporter la fourchette en essayant de soulager le talon ou... Je suis désolé les filles, parce que si ça n'avait pas été Claude, ça aurait été Bruno. Hein, donc... Moi, ça va être pire. Je m'attendais. C'est vrai qu'on n'y a pas spécialement pensé. On a essayé de chercher d'autres types de fer qu'on aurait pu mettre, mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé à mettre une ferrure qui pouvait soutenir par la fourchette. On ne savait pas que c'était possible de faire ça. Enfin, oui, mais ce que vous voulez dire, c'est directement un appui sur la fourchette et il n'y aurait pas d'appui sur les talons, ou très faiblement. Ok. Ouais. C'est des fers champignons. La fourchette. Ok. Ou des fers, on appelle ça des suédois aussi. Ah oui. Des fers à encre. Okay. Voilà, donc, Après, la fourchette et la sole étaient en bon état, je pense que ça aurait été peut-être possible d'essayer. Ok, bravo. Luc, pas Luc, Bruno. Bruno. Ouais. Bon, Camille, je t'ai pas oublié, je suis juste à la bourre. Ça, c'est un petit aparté. Et en fait, il y a une espèce de fil conducteur dans la gestion de l'appui furcal. C'est-à-dire que ça commence par la première photo où vous vous étonnez d'avoir le pied qui monte et qui se resserre. Ça, et vous vous demandez, et les talons ont doublé. Ensuite, moi, j'aurais une question. J'aurais bien aimé savoir au bout de combien de temps l'appui, la suppression d'appui a été efficace, parce que globalement, d'abord, ça s'appelle pas un parage excessif, ça s'appelle une suppression d'appui ou un sifflet. Mais j'aimerais, vu le peu d'épaisseur qu'il y avait entre le talon et les structures du pied et le fer, j'aurais bien aimé savoir au bout de combien de temps le talon est revenu, la paroi est revenue au sol, est revenue sur le fer. Mais alors, de ce que je sais, du moment où ils ont mis cette ferrure, déjà, ils venaient leur ferrer toutes les 4 semaines pour bien garder cette suppression d'appui. Et après, donc au 23 janvier, 2 mois après, je suis sûre, il avait retrouvé son appui avec dès qu'ils ont mis le fer à l'envers, il y avait directement l'appui qui était retrouvé. Alors, ouais, je pense qu'ils ont dû laisser prolonger la dernière ferrure plus longtemps, mais exactement combien de temps? Un mois peut-être. D'après nos informations, en 1 mois, il a récupéré. Donc l'espace était vraiment très faible. Moi, je pense que je sais pas ce qu'en pensent les maréchaux, mais moi, je pense que le sifflet, il n'a pas dû fonctionner très très longtemps, vu l'épaisseur, vu la dimension de la suppression d'appui. Je suis pas certain qu'il était très opérationnel. D'où effectivement l'utilité d'aller chercher l'appui furcal, comme disait notre ami canadien. Tu peux préciser en combien de jours ou combien d'heures tu penses que la suppression d'appui faisait plus d'effet, Bruno? Parce que je pense que les filles, elles pensent que ça a duré 6 semaines. À mon avis, vu la photo, au bout de 3 jours, il n'y avait plus de sifflet. Okay. Je ne sais pas ce qu'en pensent les maréchaux, mais je pense que c'est vraiment ça. Déjà, on voit déjà sur la photo que le talon est affaissé par rapport au sifflet.
Donc, c'est vraiment, c'est sympa parce que c'est rigolo parce que c'est vraiment le fil conducteur de votre présentation qui est super, hein. Mais quand on regarde le pied, c'est assez rigolo. Merci Ok. beaucoup en attendant. De rien. Et juste une question, du coup, sur un sifflet, on peut le faire de quelle hauteur pour qu'il soit efficace longtemps? Du coup. Le sifflet, très vite, vous allez être limité par le chorion, en fait, hein. Donc, on est quand même assez vite limité. Si on le fait que sur la paroi, on peut monter quand même un peu plus haut. Mais effectivement, très vite, le talon va s'affaisser quand même. Donc, idéalement, c'est d'essayer effectivement de venir chercher l'appui, comme disaient les collègues, là, sur la fourchette. Mais c'est pas réellement l'appui de la fourchette qu'on cherche, c'est l'appui des barres. Parce que les barres ont une capacité de prise en charge beaucoup plus importante que la fourchette qui, elle, est quand même très déformable. Donc l'idéal, c'est plutôt un fer fermé, style un petit peu comme il a eu, sauf que là, l'intérêt du fer en œuf, du fer en forme d'œuf comme ça, c'est d'augmenter la surface d'appui. Mais par contre, contrairement à un fer à planche droit, avec un fer à planche, on peut venir chercher l'appui de la planche en regard des barres, chose qu'on ne peut pas faire sur un neck bar. Voilà. Donc après, il y a aussi la forme du pied qui peut aider à choisir. Là, a priori, le cheval, il avait quand même au préalable, des bons talons. Donc je pense que l'appui sur un planche aurait peut-être été possible. Et du coup, on peut venir, avec une résine relativement dure, venir chercher l'appui des barres qui vont du coup décharger la zone en question. Voilà. Moi, j'avais une question. Ça vous va comme réponse? Je sais pas si c'est clair ce que je vous ai dit. Oui. Ça va? Vous avez compris quelque chose? Ouais, non, super, merci beaucoup. Ok. Je voulais revenir, moi, c'était sur les premières photos de la ferrure avec un cheval qui a un pinceau en pince. Vous avez dit on a reculé le pinceau. On a reculé, enfin le maréchal a engagé un peu le fer de façon à faciliter la bascule du pied. C'est ça. Et puis sur le dessin d'après, on voit de profil le dessin du pied avec le fer dessous et un fer très biseauté sur le dessin qu'on n'a pas sur la photo. C'est ça qui me dit, tiens, c'est bizarre. C'est reculer le fer, ça crée le biseau. Vas-y. Je pense que c'est vrai que c'est le schéma qu'on avait trouvé pour illustrer, mais c'est le fait de reculer. Quand on est à faire avec un pinceau, un fer normal, on ne peut pas avoir le départ du pied qui se passe sous la phalange. Ça, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait avoir une très grosse couverture, qu'on n'avait pas là. Mais bon, c'était juste pour l'information. C'est très important, c'est les biseaux sur ces fers-là. Il faut vraiment biseauter fortement si on veut pouvoir diminuer les bras de levier, surtout dorsaux. D'accord, ok. C'était juste pour... En tout cas, félicitations pour votre présentation. Merci. Merci. Bravo à tous. Donc, écoutez, ouais, c'est bien. Et sinon, vous auriez pu utiliser un Z-bar. Le Z-bar, c'est quand il manque une partie soit interne, soit externe pour couvrir le talon. Alors, on peut le faire à partir des fers Mercedes, des fers en étoile. On enlève un petit bout. Ou sinon, il y a des gens qui les vendent, les Z-bars. Voilà. Et il y a 2 publications qu'on regardait si il y avait des modifications, des effets sur les collatéraux du pied, tout ça avec les Z-bars. Donc, vous pourrez regarder ça un petit peu parce que si jamais vous êtes sélectionné pour la finale, enfin, j'espère déjà, vous viendrez. Puis si jamais c'est vous qui causez, vous aurez peut-être des questions sur le Z-bar. Donc, préparez-vous au Z-bar. Voilà. Donc, si vous ne les trouvez pas, les articles, je vous les enverrai. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de cette présentation. C'était chouette. Et puis, merci au travail d'équipe, en fait. Voilà. Et puis, on espère que vous serez avec nous fin septembre au Haras du Pin. Donc, à partir du jeudi début d'après-midi. Et puis, et en tout cas, on vous remercie beaucoup. Donc voilà. Et ben, je vais arrêter votre enregistrement.